Merci, merci Monsieur le Président. Alors, pour le groupe Liberté et Territoire, donc j'aurais trois questions, et notamment par rapport à Monsieur le Professeur sur l'avis du 2 avril 2020. Vous aviez noté un point d'attention sur la vie en confinement pour des populations à risque. Le sujet a été déjà évoqué par mes collègues, et à l'occasion de votre avis, vous évoquiez l'intérêt de disposer d'indicateurs sociaux de confinement dont la production pourrait être confiée à un observatoire indépendant, et cela permettrait de produire des éléments de connaissance et d'appréciation de transparence sur les effets de confinement. Donc, je voulais savoir si par rapport à cette proposition, vous aviez été entendu par le gouvernement et si déjà une démarche en ce sens était mise en place. Sur les tests, vous avez proposé dans ce même avis de modifier la doctrine actuelle d'utilisation des tests, et vous évoquez une appropriation de la gestion intégrée combinant tests PCR et sérologie. Or, dans son intervention, le président de la République, lundi soir, n'a évoqué que, me semble-t-il, que les tests sérologiques. Et donc, est-ce que vous pourriez nous préciser en fait pourquoi le gouvernement est aussi prudent par rapport à ces tests sérologiques? Est-ce que c'est que finalement on n'en aurait peut-être pas la possibilité de pouvoir les exercer de façon intensive? Donc voilà, j'aurais besoin de précision là-dessus. Et enfin, pour Madame Chen, j'aurais une question sur la réserve sanitaire. Sur cette réserve sanitaire, comment elle est organisée? Elle est souvent, on nous dit qu'elle est sous-utilisée, on est saisi de beaucoup de professionnels qui souhaiteraient pouvoir être Il contactés. faut conclure, cher collègue. Aujourd'hui, voilà, bon, ben voilà. Donc, une question sur la réserve sanitaire et son organisation. Merci. Merci, cher collègue. Les indicateurs sociaux, oui, ça nous paraissait important. Donc on l'a cité que le confinement n'est pas quelque chose de naturel, qu'il peut y avoir des effets délétères, et donc qu'il y ait une série d'indicateurs. Alors certains sont mesurés, Geneviève Chen vous l'a évoqué tout à l'heure, par des enquêtes coordonnées par Santé publique France. Il nous paraissait intéressant qu'il y ait aussi des enquêtes, je dirais, totalement indépendantes menées par des chercheurs et par des groupes de chercheurs. Et ça a été le cas. Et donc, il y a maintenant plusieurs groupes de chercheurs issus du CNRS, de l'HESS, enfin d'une série de groupes s'intéressant finalement à des questions qui ne sont pas vraiment des questions de recherche, mais qui sont des questions d'évaluation des conséquences, entre guillemets, de décisions de politique publique. Il y a une décision de politique publique qui est de conduire au confinement en raison de la crise sanitaire. Quelles sont les conséquences et comment on peut évaluer finalement cette évaluation de processus de politique publique. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude en France. C'est quelque chose qui est très formaté dans le milieu anglo-saxon, mais cette évaluation indépendante de la stratégie des politiques publiques qui ont été données est quelque chose de nouveau. Et donc oui, la réponse est oui. C'est une série d'études, environ 7 ou 8, vient d'être cofinancée par l'Agence nationale de recherche ou par d'autres instituts de recherche. Donc c'est en route. Alors les tests, vous vouliez une précision. Alors je peux le répéter, il me semblait qu'on avait été clair. Il y a deux types de tests. Premièrement, des tests qui permettent de faire le diagnostic, qui utilisent ce qu'on appelle, et ce que vous voyez sous le terme de PCR Covid. C'est un diagnostic de biologie moléculaire qui n'est pas une culture de virus, mais qui repère du matériel génétique du virus. Donc ce test est réalisé sur des prélèvements qui sont faits avec un prélèvement nasal. Il y a maintenant, et où rentrent en jeu des phénomènes comme tous les tests biologiques, de sensibilité et de spécificité. Il n'y a pas de problème de spécificité pour ces tests, il y a des problèmes de sensibilité qui sont en partie liés aux conditions dans lesquelles a été réalisé le prélèvement. Donc il y a une différence selon qu'on fait évidemment quelques tests ou selon qu'on passe avec une stratégie de très nombreux tests. Alors si on reprend, ces tests permettent le diagnostic d'une personne infectée.
Ils ne permettent pas de savoir si la personne a été en contact avec le virus ou pas. Ils permettent de savoir si, au moment où on la teste, il y a du matériel génétique qui est dans ses sécrétions, je dirais, bronchiques et salivaires et nasales. Alors, ce type de test, la France était en retard pour l'utilisation de ces tests. Je crois qu'il vaut mieux dire les choses comme elles sont. Hein. On était à peu près autour de 3000 tests par jour début mars. On est actuellement à 30 000 tests par jour à peu près. Et nous devrions être, et il faut que nous soyons, hein, ça répond à la question également des conditions pour sortir du confinement, il faut que nous soyons à un minimum de 100 000 tests par jour pour la mi-mai, mettons. Hein. Alors vous vous rendez bien compte que ce n'est pas seulement pratiquer des tests, c'est être capable de pratiquer les prélèvements, que les tests arrivent au laboratoire et qu'ensuite on ne rend pas 100 000 tests par jour de façon comme ça. Il faut qu'il y ait aussi une jonction avec le modèle numérique, qu'il y ait une réponse au niveau individuel, qu'il y ait une réponse au niveau collectif, que Santé publique France puisse avoir une vision très globale de ce qui est en train d'être réalisé. Donc il y a une programmation de l'ensemble qui n'est pas seulement le nombre de tests. Alors j'entends souvent qu'on est très en retard par rapport à l'Allemagne. La réponse était vraie. Nous étions très en retard par rapport à l'Allemagne. C'est une réalité. Bon, ce n'est plus tout à fait vrai là maintenant, puisque les Allemands se tournent plutôt autour de 70 000, 80 000 tests par jour. Donc vous voyez qu'il y a encore un écart, 30 000 versus 80 000, mais enfin ce n'est pas non plus de 1 à 10. Et que si on se trouve à 100 000 pour le début ou la mi-mai, eh bien on sera très proche de ce qu'est en train de réaliser l'Allemagne. Bon. Deuxième type de test, les tests sérologiques, qui est la recherche d'anticorps. Hein, comme on vous fait un sérodiagnostic de rubéole ou un sérodiagnostic d'hépatite, qui est donc là, qui ne détecte plus le virus, ce qui veut dire que vous avez été en contact avec le virus. Donc là, c'est des tests beaucoup plus simples. Ils sont faits avec une prise de sang. On peut imaginer que peut-être on aura un jour un test au niveau de la salive. Il y a toute une stratégie qui est en train de se mettre en place. Je vous ai expliqué tout à l'heure les problèmes que ça posait, de spécificité. Il y a beaucoup de réactions croisées entre les coronavirus, c'est-à-dire si on a déjà été infecté par un coronavirus, beaucoup d'entre nous l'ont déjà été lors des années précédentes, il peut y avoir des réactions croisées entre les anciennes immunités et celles-là, donc il y a des problèmes là de spécificité qui sont importants. Et puis les anticorps, après une infection à coronavirus, apparaissent, c'est un virus diabolique, hein, ils apparaissent avec un certain délai. D'habitude, ça apparaît à J14, et chez les patients qui sont peu symptomatiques, eh bien, ça apparaît à J28. Donc vous voyez que selon le moment où on va tester, évidemment, on va trouver des choses différentes. Hein. Et ça, on est en train de s'en apercevoir. Vous allez me dire, mais vous auriez pu le savoir. Non, on ne le savait pas. Non, on est en train de découvrir un certain nombre de points de ce type, et on avance en marchant sur des sujets très difficiles. Alors, on a cru, j'ai cru, hein, je fais mea culpa, qu'avec l'utilisation de ces tests sérologiques, on était à 0 début mars, on est actuellement autour de 4000, ils sont réalisés à Pasteur, ils sont réalisés chez Xavier de Lamballerie à Marseille, et il y a beaucoup de tests commerciaux qui vont être disponibles, et on sera, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, autour de 100 000, 200 000, 300 000 tests possibles à partir de la mi-mai, avec des chaînes ELISA. On sera dans une semi-industrie du test sérologique. Sauf que, eh bien, finalement, ça a peut-être moins d'intérêt qu'on ne le pensait. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce n'est pas un problème d'accès aux tests. On les aura, les tests. C'est un modèle commercial qui va se monter. Mais so what? C'est pour quoi faire? C'est pour faire des tests? À quoi ça sert de faire des tests pour faire des tests? Il faut que ça serve à quelque chose. Et alors, pour les raisons qu'on vous a indiquées tout à l'heure, premièrement, l'immunité populationnelle, qui est le pourcentage de personnes ayant une sérologie positive, eh bien, on vous l'a indiqué, elle est autour, mettons, je peux me tromper de quelques pourcents, mais elle est plutôt autour de 10% après la première vague, donc elle est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas constitué une immunité populationnelle. Ça, c'est le premier point. Enfin, en tout cas, pas au niveau où on la souhaite pour ensuite éviter une deuxième vague. Donc, il y a un vrai problème, là, hein, dont nous n'avons pas encore la solution. Et puis, le deuxième élément, c'est que je vous ai indiqué également que ces tests, voilà, quand on est à 10%, séparer les Covid plus des Covid moins, comme on l'avait imaginé, eh bien, n'est pas tellement faisable, hein, puisque la majorité des gens sont en Covid moins.
Et puis ensuite, je vous ai même posé une question à nous tous tout à l'heure, c'est que le fait d'être Covid+, d'avoir des anticorps, ne veut pas forcément totalement dire qu'on est protégé. Et ça, il faut prendre ça avec des nuances, mais je voudrais quand même attirer l'attention de tout le monde sur ce sujet-là, qui n'est pas encore, vous voyez, c'est pas discuté encore dans la presse, etc., mais c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'il y ait de la recherche qui se fasse. La réserve sanitaire, elle a un cadre d'emploi particulier qui est plutôt sur la durée et sur un certain nombre de missions qui ne sont pas des missions d'intérim courtes. Donc tout le monde, tous les professionnels de santé aujourd'hui mobilisés, et Dieu sait s'ils sont mobilisés de manière extrêmement forte, et moi-même comme professionnel de santé, je ressens évidemment une solidarité toute particulière par rapport à l'ensemble de mes collègues et à l'ensemble des professionnels de santé auprès des malades et auprès de leur entourage et de leur famille. La réserve sanitaire, elle complète tout un dispositif qui permet de compléter et d'être auprès des équipes, mais sur un cadre d'emploi qui est plutôt durable et long. Donc ça n'est pas par exemple, un cadre d'emploi d'agence d'intérim où on a besoin pour des durées courtes de professionnels. Il y a des agences pour cela. Elles jouent tout leur rôle, et en particulier en ce moment, ou des plateformes particulières pour répondre aux demandes. La réserve sanitaire, elle a commencé le 26 janvier, je l'ai rappelé, avec l'encadrement sanitaire des rapatriés d'Ouran. Aujourd'hui, elle mobilise environ 1000 professionnels de santé, et on peut mesurer cette durée en expliquant que ces 1000 personnes représentent à peu près 7000 jours réservistes. Donc ça veut dire qu'un réserviste est mobilisé en moyenne 7 jours, donc pour des missions importantes. Ensuite, quel est notre vivier? Et évidemment, il y a eu un nombre d'inscriptions très important, et merci et bravo à l'ensemble des professionnels de santé qui se mobilisent pour l'ensemble de leurs collègues et auprès de leurs collègues et auprès des établissements. Et dans ce cadre-là, la réserve sanitaire, on a constaté que notre vivier n'était pas celui des médecins anesthésistes réanimateurs, par exemple, pas des infirmiers anesthésistes, qui sont la demande principale. Et on ne va pas mobiliser non plus l'ensemble des réservistes qui sont déjà actifs dans les établissements, parce qu'on ne déshabille pas, entre guillemets, Pierre pour habiller Paul. Donc c'est aussi important d'y faire très attention. En revanche, on voit bien qu'il y a beaucoup de demandes émergentes, par exemple auprès des EHPAD, on en a déjà parlé, et la réserve sanitaire, elle est pleinement mobilisée aujourd'hui pour répondre justement dans un certain nombre de missions auprès des EHPAD, et je l'ai dit aussi, dans un certain nombre de missions outre-mer aussi, avec des professionnels qui sont très motivés, et cette réserve sanitaire, elle est extrêmement importante, et cette mobilisation, elle est, moi je dois dire, tout à fait formidable, et il faut leur rendre hommage. Et